Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, vendredi 9 octobre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé hier lors de son point de presse à l'association Alternative Espace Citoyen, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne a déposé sa plainte ce vendredi matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Une plainte contre la ville de Niamey qui procède à l'interdiction des manifestations pacifiques. Précision Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Trop, c'est trop, rétorquent les acteurs de la société civile. Les multiples interdictions de manifestations par des responsables de la ville de Niamey a conduit les membres du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile à porter plainte. C'est sous l'appui que ces acteurs de la société civile ont porté plainte au tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre les signataires de décisions d'interdiction. Lorsqu'un certain nombre de fonctionnaires font coalition contre la loi, on peut saisir les juges répressifs pour en tout cas constater cette violation et réprimer les personnes qui en sont responsables. Donc l'annonce aujourd'hui, c'est de vous dire que nous avons décidé de porter plainte par citation directe, directement à l'audience du 20 octobre 2020 contre l'auteur de l'interdiction. Ce n'est pas seulement contre la mairie, la ville de Niamey, ce n'est pas seulement contre l'État du Niger. Il y a une procédure qui concerne déjà l'État du Niger et la ville de Niamey par rapport à l'obstruction aux libertés fondamentales et à l'accès à la justice. Mais par rapport à l'attentat à la liberté, nous avons décidé de porter plainte au pénal et pas par devant le procureur ou devant un juge d'instruction, mais directement à l'audience du 20 octobre pour que désormais les personnes auteurs de violations des droits de l'homme, de violations des libertés répondent individuellement et pénalement de leur indélicatesse. Il est grand temps aujourd'hui que l'État ne souffre pas de l'indélicatesse de ses agents. Lorsque quelqu'un pose un acte, il faut qu'il l'assume pénalement. Il faut qu'on apprenne à chacun à assumer sa responsabilité devant l'histoire. Et c'est par la loi que nous ferons en sorte que la force reste à la loi. La défense des acteurs de la société civile invite les magistrats à dire le droit. Nous avons demandé à nos clients, malgré les caractères manifestement illégaux de ces introductions, de les respecter momentanément. C'est pour cela que nous les avons demandé de ne pas d'appeler les stands de leur dire qu'il n'y a pas de manifestation. Puisqu'il faut servir d'exemple. Nous allons continuer jusqu'où nous allons continuer à demander à nos clients de continuer à respecter des décisions dont le caractère manifestement illégal ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous demandons à ceux qui ont la charge de l'État nous aident à faire respecter, parce que nous ne pouvons pas continuer à dire à nos clients de continuer à respecter des décisions qui sont manifestement illégales. Pour le moment, ils arrivent à nous comprendre, que même si c'est illégal, on doit quand même faire confiance à la justice. Et j'invite tous les magistrats à savoir qu'ils vont beaucoup travailler ces derniers temps. Parce que tout agent qui se sert de l'administration pour faire obstruction à la liberté, nous avons décidé de porter plainte contre lui individuellement. Il répondra personnellement devant un juge répressif. Ces mêmes acteurs de la société civile projettent d'organiser une manifestation à Niamey le 20 octobre prochain et vont désormais porter plainte contre toute autorité de la ville qui va signer l'interdiction de manifestation. Une autre plainte, Ismaël Moumouni, c'est celle de l'activiste politique, mais cette fois-ci c'est dans le locaux de la police judiciaire. Une semaine seulement après sa plainte contre X pour népotisme dans la concession du service public de délivrance des permis biométriques, l'activiste politiste Bara Ibrahim vient de déposer une nouvelle plainte à la police judiciaire ce vendredi pour tentative de corruption dans la même affaire. De quoi s'agit-il? On l'écoute. C'est une autre suite qu'a connue cette affaire parce que je viens de sortir des locaux de la police judiciaire où je suis parti porter plainte contre des personnes nommées cette fois-ci pour tentative de corruption sur ma personne. Après ma plainte déposée entre les mains du parquet, certaines personnes, notamment au niveau de la société qui a été bénéficiaire de ce que moi j'ai qualifié de népotisme, la société Haroun Printing, m'ont approché à travers un intermédiaire pour me proposer de l'argent afin de retirer ma plainte. Je crois qu'ils se sont trompés de personnes. Au Niger, il n'y a pas que des personnes pourries, il y a des personnes qui sont jalouses
de leur nation et de leur patrie, et dont le seul souci est de veiller à l'application de la loi à tout le monde. Ils vous ont proposé combien? Ils m'ont proposé pour le moment 1 million, pensant que je pense que c'est même ça qui est risible, c'est que lorsqu'on a 1 million pour corrompre, ça veut dire que l'opération est de l'arnaque. Parce que lorsqu'on ne se reproche rien, on ne tente pas de corrompre ceux qui dénoncent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit de retirer ma plainte et contre le retrait, ils vont me donner 1 million. La suite, moi je suis allé à la police judiciaire pour porter plainte contre ces personnes pour que plus jamais dans ce pays ce genre de pratiques ne se perpétuent. Il faut que les Nigériens comprennent que lorsqu'on défend une cause, ce n'est pas pour de l'argent, c'est pour des valeurs, c'est pour le pays, c'est pour la nation. Et je profite de votre micro d'ailleurs pour lancer un appel aux plus hautes autorités, le président de la République en premier, d'écouter pour une fois, la voix du peuple. Lorsque une société se permet en lieu et place de se corriger, de corrompre ceux qui dénoncent, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair dans l'attribution ou la concession de ce service. Il faut que le président arrête cette affaire de permis biométrique et reprenne le processus pour qu'une société qui n'a aucune acquaintance avec personne ait ce marché et que le prix qui sera appliqué soit le même prix qu'on applique dans les autres pays. Le Burkina Faso, le Bénin ne sont pas plus pauvres que nous, ils sont même pour certains plus riches et pourtant le coût d'acquisition de ce genre de documents n'a pas atteint les proportions comme c'est le cas au Niger. Pour une fois, je pense que le président de la République va écouter cette voix et j'accorderai de l'importance et je suivrai l'aboutissement de ma plainte parce que j'estime que c'est plus une atteinte à la réglementation ou aux lois et règlements du Niger, c'est une attaque contre mon honorabilité, contre ma personne et j'attacherai à ce prix, à ce que ma plainte aboutisse. Affaire donc à suivre. Point de presse cet après-midi du comité exécutif de l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, UNUNA. Donc un seul point à l'ordre du jour de cette sortie médiatique, c'est le congrès mouvementé de l'Union des scolaires nigériens USN tenu à Bermo dans la région de Maradi. L'Union qui dresse un bilan lourd issu des travaux de ce 13e congrès. Plus de 130 blessés, dont 30 étudiants, 80 scolaires arrêtés et d'importants dégâts matériels enregistrés. Une situation qui a amené l'UNUN à rejeter en bloc les travaux du 13e congrès de l'USN et donne un ultimatum de 12 heures à tous les acteurs. La précision avec un des membres de cette structure. Les congressistes étaient surpris que juste après une pause mégalomaniaque inventée par le comité directeur, dont l'intervalle se situe entre 15h et 20h, l'enfant alcoolique Ider de Bermou. L'enfant alcoolique Ider de Bermou avait échafaudé un plan en complicité criminelle du gouvernement, dont le préfet de Bermou à la tête, pour ordonner aux forces de défense et de sécurité venues en légion mixte de Dakoro, pour les ordonner d'encercler les résidents des sections universitaires, en particulier celles de Lyonou, de bastonner, de tabasser, de faire danser, à l'image de la scène humiliante que les étudiants ont vécue lors de la fatidique journée du 10 avril 2017. Nos camarades ont été ensuite pourchassés dans le village de Barmou jusqu'à dans la brousse. Vous avez entendu certainement le vocal. Ce traitement inhumain, avilissant, humiliant et dégradant, jamais vécu de l'histoire de l'ISN, était d'ores et déjà planifié et réservé aux militants et militantes de l'ISN, de l'IENUN en particulier et certaines sections ciblées. À l'issue de cette criminalité organisée à grande échelle, dont les ficelles sont directement tirées par le préfet de Barmou, les dérisoires Ider Al-Gabi sortants, les soldats de l'exécutif, nous tenons à rendre public le bilan dramatique, gravissime et chaotique que l'UNUN a enregistré ainsi que certaines sections. Ici, ils ont ramassé nos camarades militants participant au congrès, certains membres du comité exécutif de l'UNUN, y compris des chauffeurs ayant conduit les délégations. Ils ont été ramassés, tabassés et emportés dans la brigade de la gendarmerie de Barmou.
Un certain nombre de téléphones, aux environs 100 téléphones portables ont été emportés par les éléments des forces de défense et de sécurité. Plus de 50 sacs de nos camarades, dont celui du trésorier général de l'ONU, contenant le strict minimum pour assurer le déplacement aller et retour dans des conditions optimales, a été emporté. Actuellement, ils sont en train de circuler, ils sont livrés à eux-mêmes dans la nature. L'ONU a enregistré environ 30 camarades qui sont blessés, dont une centaine dans les rangs de certaines des autres sections universitaires. Et les véhicules des délégations, notamment IONU et IONU, qui ont été principalement ciblés, ont été confisqués et emportés par les gendarmes. Le comité exécutif de l'ONU exige les points suivants. Le retrait pur et simple de l'implication directe du gouvernement dans les assises du 13e congrès statutaire de l'USN. La libération sans condition des camarades incarcérés, ce n'est pas discutable. La reprise des élections de la table de séance pour conduire les travaux du 13e congrès statutaire de l'USN déjà contestés. Il rejette en bloc les travaux des assises telles qu'elles se tiennent à Barmou et donne un ultimatum de 12 heures. 12 heures à l'ensemble des auteurs, co-auteurs et complices qu'est le gouvernement de cette supercherie contre notre glorieuse organisation. Faute de quoi, l'ONU usera de tous les moyens pour faire régner l'ordre et la justice au sein de l'ISN afin de la libérer. Afin de la libérer des juges de l'instrumentalisation du politique. C'était là donc un extrait du point de presse animé cet après-midi par le comité exécutif de l'UNUNA. Dans exactement 6 jours, les scolaires nigériens vont reprendre le chemin de l'école le 15 octobre prochain, date retenue par les autorités pour la rentrée scolaire 2020-2021 au Niger. Cette rentrée va intervenir cette année dans un contexte caractérisé par des occupations des établissements scolaires par des sinistrés, notamment ici à Niamey. Pour les syndicats du secteur de l'éducation, cette rentrée ne va être qu'une rentrée politique. Précision, Nafisé Haya et Chebou Guissou. Décidé en Conseil de ministres après un premier report pour cause des inondations, la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour ce 15 octobre 2020. Mais pour les syndicats du secteur de l'éducation, les conditions ne sont pas réunies pour une bonne rentrée académique. La rentrée suppose un certain nombre de choses qui devront être préparées en amont. Quand on parle de retour des élèves à l'école, on parle d'abord des infrastructures. Les infrastructures, ce sont les classes. Les classes en matériaux définitifs, ce sont les paillotes. Ce sont également donc les fournitures qu'il fallait mettre à la disposition des élèves. Et c'est le personnel enseignant. Les affectations doivent être effectives. Et aussi, c'est les enseignants sur le terrain, c'est-à-dire les préoccupations des enseignants qu'il fallait régler. En faisant la situation par rapport à ces 3 aspects évoqués, on se rend aisément compte qu'à la date d'aujourd'hui, même au niveau de la région de Niamey, des classes paillotes qui devront être dressées ne l'ont pas à la date d'aujourd'hui. Il y a des écoles qui sont des classes à paillotes à Niamey, des classes dont les toits ont été emportés par le vent. Alors, toutes ces classes et classes à paillotes n'ont pas encore été réfectionnées. Certaines classes sont occupées par les victimes des sinistres, donc des inondations. Il fallait qu'ils abandonnent les écoles tôt. Il fallait que les classes puissent être balayées. Il fallait que les classes soient désinfectées pour qu'on dise qu'elles sont opérationnelles et qu'elles peuvent habiter des élèves. À la date d'aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Il est plus que nécessaire pour une bonne rentrée académique que l'État considère certains aspects. Si le gouvernement voudrait à ce que cette rentrée puisse être une rentrée effective et une vraie rentrée qui n'est pas du tout politique, alors il faut d'abord que les préoccupations des enseignantes et des enseignants puissent être réglées. Il faut que les classes paillotes, là où il est, puisque même à Niamey, il y en a, puissent être d'abord confectionnées. Il faut que les fournitures soient dans les écoles et en quantité. Qu'on dit concrètement à chaque élève à quoi il doit s'attendre. Alors nous pensons que si les classes sont désinfectées et que les enseignants sont affectés et que chacun regagne son poste, nous pouvons parler de rentrée. Et nous pensons que c'est à cela que le gouvernement doit s'atteler s'il voudrait véritablement d'une rentrée pour le 15 octobre 2020. Il y va donc de l'intérêt de tous que le gouvernement prenne en compte ces recommandations pour une rentrée scolaire effective
au Niger. Conférence de presse ce matin à l'hôtel Radisson Blu. Elle est animée par les responsables de Canal Plus. Celle-ci pour présenter deux nouvelles chaînes de télévision locales qui sont désormais sur le bouquet Canal Plus. Il s'agit de la télévision Bonferré et Dunia. Après cette conférence de presse, les locaux de ces deux télévisions ont été visités. Précision, Arrêté Sala et Cheb Gusso. Satisfaire le besoin de ses abonnés, c'est la principale raison qui a conduit Canal Plus à intégrer deux chaînes locales du Niger, à savoir Bonferré et Dunia, sur le bouquet Canal Plus, portant ainsi à 3 le nombre de chaînes locales nigériennes. C'est pour présenter ces 3 chaînes qui sont désormais accessibles à partir de la formule la moins chère Access que Canal Plus a tenu cette conférence de presse. Encore une fois, on parle que de notre contenu du bouquet Canal Plus. Qui aujourd'hui est fortement amélioré avec l'arrivée dans nos bouquets de 2 chaînes locales, notamment Dunia et Bonferré, avec qui nous avons signé des partenariats pour permettre d'arriver dans le bouquet. Et nous pensons que c'est important dans le sens où, premièrement, on répond aux besoins de nos abonnés qui, depuis le début, nous ont demandé d'améliorer le contenu dans le sens d'intégrer des chaînes qui parlent les langues locales, du Hausa, du Germain, etc. Nous avons déjà fait des premiers pas. Évidemment, Télé Sahel, la télé nationale, était déjà là depuis le début. Mais cette année, nous avons la double satisfaction et le double plaisir de rajouter des chaînes qui parlent les langues locales, donc du Hausa et du Germain, mais de rajouter des chaînes nigériennes qui sont du Niger, qui parlent de la culture nigérienne. Et donc, pour nous, une manière d'exposer un peu plus ce qui se fait au Niger en termes de médias. Les responsables des 2 organes de presse, Bonferré et Dunia, présents à cette conférence, ont salué le partenariat noué désormais avec Canal+, tout en promettant d'améliorer leur programme pour satisfaire les téléspectateurs. Cette montée ou cette intégration de nos 2 chaînes dans le bouquet Canal+ a 2 voire 3 avantages. Je pense que le premier avantage, pour nous en tant que médias locaux, c'est de pouvoir repenser, revoir nos programmes pour améliorer notre offre à l'endroit de nos téléspectateurs. C'est aussi cette possibilité que les Nigériens de la diaspora, qui sont très nombreux et qui veulent avoir un contenu de programme diversifié, puisque jusque-là c'est la télévision nationale, l'ORTN uniquement qui est sur le bouquet Canal+, je pense que ça leur donne une diversité aujourd'hui d'informations et d'actualités venant du Niger. Cette collaboration avec nous, parce que c'est une collaboration qui permet de rejoindre le souci de nos promoteurs, des promoteurs de nos chaînes, qui voulaient effectivement diversifier le programme pour les Nigériens, atteindre le maximum des Nigériens, des téléspectateurs, et puis de bien servir nos différents annonceurs. Une autre grande révolution sur le bouquet Canal+, c'est l'évolution des chaînes sport sur le bouquet Canal+, accessible dès la formule Access. Dès la formule Access, dorénavant, les abonnés auront droit à du foot. Notamment le championnat d'Italie qui sera positionné sur la formule Access désormais. Je pense que c'est une grande révolution quand on regarde d'où on vient. On commençait déjà à avoir du foot qu'à partir des formules de 22 000. Aujourd'hui, avec la formule de 5 000, on a le championnat d'Italie et les autres championnats sur les formules de 10 000, de 22 000, etc. Donc c'est une deuxième grande révolution parce qu'encore une fois, ça a toujours été une demande de nos abonnés de dire qu'on a besoin de foot, c'est vrai, mais on n'a pas forcément assez de moyens. Tout le monde, en tout cas, n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer des formules de 20 000, de 40 000. C'est aussi une grande fierté de pouvoir répondre à cette sollicitation de nos abonnés. Après la conférence de presse, l'équipe de Canal+, avec à sa tête son directeur général, a visité les 2 organes de presse, Bonferré et Dunia. Une visite pour voir les installations de ces organes de presse qui vont des régies de diffusion au plateau en passant par les salles de montage. C'était là donc le résumé de Arrêté Salah sur les images de Aboubakar Souley.
Célébration ce vendredi à travers le monde de la Journée internationale de la Poste. L'édition 2020 est commémorée sous le thème plus que du courrier. Pour boucler cette journée en beauté ici à Niamey, c'est un match de gala qui a été organisé dans la soirée. Il a opposé l'équipe de Niger Post à celle de contractuels de l'administration. Faisons le point avec Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. À l'occasion de cette journée mondiale de la Poste qui est célébrée chaque 9 octobre de l'année, le directeur général du Niger Post, Idrissa Kane, a rappelé l'engagement du service qu'il dirige en ce qui concerne le développement économique et social et la lutte contre la Covid-19. Cette année, plus que jamais, d'où le thème même de cette journée mondiale, plus que du courrier, la Poste a montré sa résilience par rapport aux activités qu'elle doit mener pour aider la population à toujours rester en contact et à être en communication. Donc nous avons été résilients par rapport aux activités de distribution du courrier. Nous avons été aussi un partenaire de l'ensemble même du monde, un partenaire de l'État pour faire face à cette pandémie. Donc la Poste a montré au niveau mondial qu'elle était un acteur de développement économique et social, et même dans les temps de crise. Ensuite, pour marquer les esprits, Niger Post se singularise cette année par l'initiative civique de badigeonnage des passages piétons, des voies goudronnées dans la ville de Niamey. Aussi, Niger Post est venu en appui à Niamey-Niala et à la municipalité en leur offrant plusieurs boîtes de peinture. La Poste du Niger a entrepris une activité spécifique à la veille de la rentrée qui consiste à ce que nous apportons un appui aux municipalités, principalement à la municipalité de la ville de Niamey, mettre en place les caractéristiques de passage piéton. Ça peut paraître anodin, mais vous savez, le civisme impose à ce que lorsque quelqu'un veut traverser une route, qu'il ait la voie qui est tracée et qu'il puisse, au respect du code de la route, le faire. Aujourd'hui, dans la ville de Niamey, certes avec tous les efforts que la municipalité a faits, il manque encore cet aspect-là. Nous allons porter notre appui à la municipalité pour faire en sorte que ce acte de civisme, c'est-à-dire le passage piéton, soit respecté. Et c'est notre petit apport, comme nous avons toujours fait en tant qu'entreprise citoyenne. En réceptionnant le don fait par Niger Post, le représentant de la municipalité, Sekou Ablazi, s'est prononcé en ces termes. Nous sommes très ravis d'être à cette cérémonie de remise, bien sûr, de matériel de badigeonnage de nos axes, de nos voies et avenues. Et c'est vraiment la bienvenue. Nous remercions Niger Post car ça entre dans le cadre vraiment de la politique de la ville de Niamey qui est la sécurité urbaine, la mobilité urbaine et également l'embellissement de la ville de Niamey à travers le programme Niamey-Niala. Enfin, pour raffermir les liens qu'il a avec les contracteurs de l'État qu'il sert, à savoir entre autres les enseignants et les agents de santé, Niger Post a organisé dans l'après-midi un match de football qui a opposé les agents de Niger Post avec les contractuels de l'État. Du sport dans ce journal, Jean-Michel Cavalli est désormais le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Niger, le MENA. Il a signé son contrat avec la fédération nigérienne de la Fédération nigérienne de football et l'État du Niger. Ce matin, la cérémonie s'est déroulée dans le locaux de la FENIFOOT en présence du ministre des Sports par intérim et des responsables de la Fédération nigérienne de football. Il y avait également Ibrahim Tikiré et Halidou Bourema. Après plusieurs rounds de négociations, Jean-Michel Cavalli est désormais le nouvel entraîneur du MENA national. L'information a été officialisée ce vendredi 9 octobre 2020 au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Renaissance culturelle assurant l'intérim du ministre en charge des sports. La signature des contrats de Jean-Michel Cavalli et Taoufik Harzi comme adjoint a été possible grâce à l'implication du gouvernement, a déclaré le premier responsable du football nigérien. Il faut le dire très haut et remercier en tout cas la compréhension du gouvernement nigérien à travers le ministère des Sports qui nous ont accordé, en tout cas autorisé à pouvoir contracter avec un encadrement expatrié vu le projet que nous avons proposé depuis un certain nombre d'années. Donc c'est le ministère qui aujourd'hui, voyant effectivement que ça traînait, surtout avec nos matchs de qualification qui se rapprochaient, qui nous a en tout cas autorisé exceptionnellement
à aller vite et à contracter avec l'encadrement qui est là. Nos absents, comme tout le monde le connaît, nos modestes moyens au Niger, en tout cas, l'État essaie de jouer sa partition pour pouvoir pousser notre football au firmament, en tout cas au niveau continental. Beaucoup d'ambition avec le MENA national. Jean-Michel Cavalli l'a affirmé, tout en demandant au peuple nigérien et aux autorités à une mutualisation de synergie pour maintenir le football nigérien sur la voie du succès. Tout d'abord, après 30 ans de carrière, il y a une chose qui est sûre. Le football ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Mais j'ai la chance d'avoir duré et de n'avoir eu aucun blanc dans aucune saison pendant 30 ans pour pouvoir vous dire que j'ai enfin réussi à comprendre où est la clé de la réussite. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et la clé de la réussite, elle ne passe que par le travail. Donc on va se mettre au travail très tôt, dès cet après-midi, avec l'ambition de remettre un petit peu d'ordre dans cette dernière déception que le Niger a eue des éliminatoires de la CAN et redonner un bon coup de boost pour redonner confiance à ces joueurs, pour redonner confiance au peuple, pour redonner confiance à l'engagement de ces gens-là, à savoir la présidence et bien entendu le ministère des Sports, qui enfin, pour eux, ne dépenseront pas de l'énergie comme ça, tout le temps, en perdant des choses. Les plus hautes autorités du Niger ne ménagent aucun effort pour soutenir la jeunesse et la présence d'un ministre de la République à cette cérémonie constitue une preuve pour un football nigérien gagnant à l'occasion des Jeux continentales en vue. À l'écouter avec cette ambition noble et très mesurée, très rationnelle qu'il vient de décrire, je pense que c'est une source intarissable d'espoir. Espoir pour notre football, espoir pour notre jeunesse, espoir pour que les jeunes que nous avons de plus en plus qui s'exportent puissent être rationnellement utilisés par un coach qui a une si grande expérience. Ensuite, enfin, je dirais, M. Cavalli, je vous remercie pour la confiance que vous avez placée au Niger, avec toutes les sollicitations que nous avons eues. Je vous félicite puisque vous avez accepté de prendre notre équipe nationale dans un contexte que vous avez décrit et que le président a décrit. Et si vous l'avez fait, certainement vous avez raison. Et l'une de ces raisons, je vous conforte dans cet état d'esprit, c'est que nous avons une jeunesse entreprenante. Nous avons un réservoir de football et surtout nous avons une ambition qui est portée par une fédération nationale de football avec la construction de l'académie, avec la conquête des titres. Avec la tenue du tournoi international amical de football de Niamey qui débute ce samedi 10 octobre 2020, Jean-Michel Cavalli aura déjà une idée de son effectif et du travail qu'il attend durant son séjour au Niger. Merci Ibrahima Tekre. Le nouvel entraîneur du MENA, Jean-Michel, va faire son premier test demain, comme vous le disiez. Demain soir, stade général Seyni Kounché contre le Tchad. C'est cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du tournoi international amical qui est Niamey, donc de Niamey, qui va regrouper le Tchad, la Sierra Leone et les équipes A et A' du Niger. C'est pourquoi le président régional des supporters de l'équipe nationale du Niger demande d'abord aux supporters de se mobiliser pour soutenir les équipes nationales du Niger, mais aussi pour animer les gradins tout en respectant les mesures barrières édictées par les autorités. Je vous propose de suivre Abdourafa. En 2010, si vous vous rappelez, on a battu ici le Grand Égypte, qui était imbattable, qui était invincible pendant au moins 5 ans. Et ils ont courbé les chines ici, au Niger, sur le même stade Seyni Kounché. On les a battus ici 1-0, si j'ai bonne mémoire. Et ce qui nous a ouvert le chemin des qualifications, la première qualification du Niger pour la CAN. Alors, je pense que demain, Inch'Allah, ça va se répéter. On aura les
les grands, qui vont jouer contre le Tchad. C'est vrai, on n'aura pas les anciens joueurs parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, donc d'autres ont quitté l'équipe. Mais il y aura des nouveaux joueurs très talentueux et qu'on doit aller supporter. Donc nous avons convoqué pour vraiment mobiliser tous ceux qui peuvent faire le déplacement et tous ceux qui peuvent nous supporter de loin même et pour amener le MENA à gagner, pour rééditer l'exploit de 2010. Donc 10-10-2010, cette fois-ci c'est 10-10-2020. Donc ça fait 10 ans, et Inch'Allah, on va remporter ce match. En dehors de ça, donc, il y a des précisions qui doivent être apportées, notamment par rapport aux places réservées. La situation sanitaire sur le plan mondial l'exige, comme vous le savez, la Covid-19 l'exige. Et ce qui a amené donc les instances supérieures ou suprêmes du football africain et mondial, notamment la CAF et la FIFA, à limiter les places au niveau du stade Séni Kountché, qui, comme vous le savez, est capable donc de prendre 30 000 places. Cette fois-ci, c'est 6 000. Donc c'est en concert avec donc, les autorités sanitaires du Niger, on a limité le nombre de places à 6 000. Donc il n'y aura pas 30 000 places. Et les tickets sont en vente au niveau de la fédération au prix de 5 000 francs pour les places officielles, 1 000 francs pour les latérales, comme on l'a dit, donc les tribunes latérales, notamment Sahel et Olympique, et les gradins 500 francs. Donc les places seront limitées. Les mesures préventives par rapport au Covid doivent être respectées. Il faut que les gens soient munis de leur, ou portent leur masque, leur bavette. Et la fédération, donc, à ce que je sache, en tout cas selon nos dernières informations, est en train donc de faire des démarches pour acquérir ou pour avoir un certain nombre, en tout cas, de masques ou de bavettes qui va couvrir les 6 000, je pense que les 6 000 places qui ont été retenues pour ce match. Et ceux qui ont des possibilités pour s'en acquérir, il faut le faire. Donc, rendez-vous demain à partir de 15h30 au stade général Séni Kountché pour soutenir le MEDA national face à l'équipe du Tchad. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.